Nous sommes à seulement 9 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Une élection cruciale pour les Ivoiriens, vu l'engagement et la mobilisation de tous les partis politiques et l'ensemble de la société civile lors de la révision de la liste électorale. Mais à l'approche de ce rendez-vous, avec la démocratie, on ne connaît toujours pas officiellement le candidat du RHDP, le parti au pouvoir, même si le nom du président Alassane Ouattara est cité avec insistance par les cadres et militants du parti présidentiel. La question d'une éventuelle révision de la liste électorale, avant octobre 2025, comme exigé par l'opposition, reste entière. Aussi, y aura-t-il une loi d'amnistie ou une décision politique pour Laurent Gbagbo, le président du PPACI, afin de faire de lui non seulement un électeur, mais surtout le candidat de son parti qui martèle qu'il n'a pas de plan B, c'est-à-dire un candidat de substitution à la sénégalaise. Le cas Soro, une autre interrogation. L'ex-président de l'Assemblée nationale, sur qui pèse une condamnation de la justice ivoirienne, est maintenant aux frontières de la Côte d'Ivoire. Il a même annoncé sa participation au futur scrutin présidentiel. Le président du COJEP, Charles Blé Goudé, n'est pas lui aussi dans le starting block. Mais il a été clair lui aussi, cette élection ne se fera pas sans lui et son parti le COJEP. Le candidat du PDCI RDA non plus n'est pas encore connu. En pleine restructuration, depuis l'avènement d'un nouveau président du parti Tidjane Thiam, est traversé par un vent impérieux avant la convention qui va désigner le candidat qui va porter les couleurs du parti à la présidentielle d'octobre 2025. Michel Betta, est-ce que vous pensez que la principale inconnue, par ailleurs déterminante dans ce scrutin présidentiel, c'est la candidature au nom du président Alassane Ouattara? Moi, je dis que la situation de crispation de cette élection-là, c'est bien entendu la candidature ou non du président Alassane Ouattara. Parce que c'est un sujet... Pourquoi crispation? Oui, parce que j'en viens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2020, le président Alassane Ouattara fut candidat. Et cela a suscité colère, lie des populations. On a vu ici, on a dénombré près de 100 morts. Et avant cette candidature-là, d'aucuns sont passés, je peux citer par exemple le ministre de la Justice, qui était passé devant les députés, jurer la main sur le cœur, que la Constitution ne permettait pas au président Alassane Ouattara d'être candidat. Les rédacteurs de cette Constitution l'ont dit également. J'en veux le ministre-gouverneur Bakongo et Ouaga Obou. Ils l'ont dit. Ils disent que cette Constitution-là ne permettait pas au président Alassane Ouattara d'être candidat. Il a été candidat contre, je veux dire, l'avis de nombreux Ivoiriens. Ça a suscité des crises énormes et nous sommes passés par là. Aujourd'hui, il se dessine une volonté, même s'il n'a pas encore dit ouvertement, une volonté d'être candidat. Mais sans un dialogue, je pense que nous sommes plutôt partis pour revivre les crises que nous avons laissées derrière nous après ces élections-là. Donc pour moi, le sujet de crainte, pour moi, autour de ces élections-là, c'est la candidature ou non du président Alassane Ouattara. Et je pense que cette fois-ci, il faut qu'il se détermine rapidement pour qu'on évite, autant que faire se peut, de mettre les Ivoiriens encore dans une situation de peur, de crainte qui est de nature à nous faire revivre des traumatismes que je pense qu'on doit éviter à nos populations. Sinon, cette élection, quand on l'analyse froidement, elle est une élection qui sera vraiment discutée. Parce qu'à regarder les candidats potentiels, on se dit que tous, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Thiam, ils ont les fortes chances de remporter cette élection-là, quand on regarde leur parcours et le dynamisme de leur parti. Donc, aujourd'hui, c'est la seule élection où le vainqueur est pour l'instant inconnu de tous. Et il peut appartenir à tous les camps. C'est-à-dire que demain, on peut retrouver en octobre 2025 Alassane Ouattara président, Tidjane Thiam président, Laurent Gbagbo président, et même Soro Diom s'il était appelé à compétir. Donc, l'élection, c'est quoi aujourd'hui? C'est que ce soit inclusif, que ce soit une compétition ouverte, une compétition transparente, et on verra le vainqueur. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je crois qu'il y a une crise artificielle entretenue par le parti au pouvoir et son président Alassane Ouattara, et je crois que ce n'est pas de nature à donner plus de sérénité à cette élection. Et ça s'explique par le débat du jour. Une inconnue. Alors qu'on est plus à quelques mois des élections, à une inconnue, on devrait plutôt être en train de battre campagne, de voir les candidats dans leur programme et penser à comment les Ivoiriens iraient voter sereinement avec une CEI qui ne laisse pas transparaître quelques doutes autour de la conduite du processus. Tout cela nous met aujourd'hui dans une posture où, pour moi, papa,
il y a de quoi avoir peur et les Ivoiriens ont raison de craindre pour ces élections. Très bien. Professeur Banga, réaction? Bon, je pense qu'on a assez blablaté sur la légalité ou pas de Alassane Ouattara. Je pense on a dit la légalité, au risque de me répéter, je l'ai déjà dit sur ce plateau, dans la Constitution ivoirienne, elle est donnée par le Conseil constitutionnel. Non, s'il vous plaît, on ne va pas l'interrompre. Bon, je ne sais pas qui d'autre, à part le Conseil constitutionnel, donne la légalité. Michel, personne n'interrompt. C'est la loi. Interrompu, laissez Arthur aller. Après, vous aurez la parole. Je comprends que ça fasse mal à Michel, mais c'est normal, c'est la loi. Celui qui donne la légalité, c'est le Conseil constitutionnel. Tous les Ivoiriens le savent. Donc, il faut arrêter de dire qu'une décision prise par le Conseil constitutionnel est illégale. Une décision prise par le Conseil constitutionnel est de fait légale. Et la discussion ne se porte plus. Et quand même, si tu ne... La Constitution, le débat, c'est autour du deuxième. Une fois que tu as accepté le troisième et le quatrième, la question ne se pose même plus légalement. Parce que vous avez dit quoi? Tout ce qui est fait de 2020 jusqu'à aujourd'hui serait illégal, d'après eux. Donc moi, je pense que la question de la légalité de la candidature d'Alassane Ouattara, c'est bien pour entretenir le rêve, c'est bien pour entretenir les militants, c'est bien pour se faire peur. Se faire peur, parce que pas pour faire peur aux Ivoiriens, les Ivoiriens sont plutôt sereins, mais ça n'a pas de sens. En revanche, si on parle de légalité, il faut regarder plutôt du côté de Michel Bétail du PDC-RDA. Pourquoi? Parce que le président du PDC-RDA, aujourd'hui on parle, ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité. Alors Arthur, n'allons pas vite. La première question, c'était si, sur la candidature au nom du président Ouattara, est-ce qu'elle est déterminante dans ce scrutin? C'est vrai que Michel a développé un peu plus loin, donc je puis comprendre, mais essentiellement la première question. On va arriver aux autres candidatures. D'accord, on aura le temps de parler, mais je vais juste rassurer Michel. Non, la candidature d'Alassane Ouattara, pour moi, si tu débats de la légalité d'Alassane Ouattara, même d'un point de vue politique. Vous savez, un politique, la stratégie, c'est quoi? Un politique, il a ce qu'il pense, l'idéal, et il y a la réalité. Même si tu as raison, tu n'as pas, mais je suppose que tu as raison. Je ne vois pas comment Alassane Ouattara va aller déposer sa candidature, et puis le Conseil constitutionnel va dire qu'il n'est pas candidat. Ça, je ne vois pas comment ça va se faire. Donc, les autres partis politiques doivent commencer à garder l'éventualité de Alassane Ouattara candidat. Si moi, je suis un parti politique d'opposition, je vais savoir que la seule personne qui va faire que Alassane Ouattara ne sera pas candidat, c'est sa décision personnelle. Sinon, quand ce qu'on entend là, il est candidat, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va l'empêcher d'être candidat. Ce n'est pas possible. Donc quand tu es dans l'opposition, oui, comme je l'ai dit, pour faire peur, pour se faire peur, pour entretenir le rêve à ses militants, surtout au plus dur d'entre eux, leur faire croire qu'il y a quelque chose qui est possible, tu peux dire ça, c'est illégal, mais à la réalité, il sera candidat s'il le souhaite. Donc il faut commencer à travailler dessus. Il faut arrêter de penser que ça va... Non, ça ne va pas détruire quelque chose. Il est président, ça ne détruit rien. Ce n'est pas qu'il sera candidat que ça va détruire quelque chose. Arrêtez de vous faire peur. Arrêtez totalement. Si Alassane Ouattara décide d'être candidat, il sera légalement candidat. Et puis, il faut arrêter, il faut te préparer à te dire que l'adversaire que je vais affronter, c'est Alassane Ouattara. Maintenant que je suis d'accord avec vous, c'est que techniquement, c'est l'adversaire le plus difficile à battre au RHDP. Alassane Ouattara candidat, ça donne plus de chances au RHDP de gagner l'élection. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, au sein du RHDP, c'est l'élément fédérateur. Aujourd'hui, quand tu prends ce week-end, il y a eu un meeting comment il s'appelle, Amédée à Méadi, il y a eu un meeting de Adjoumani à Yamsoko, il y a eu le meeting de Marietou avec l'URHDP, mais eux tous ont la même chanson. Parce que tout le monde sait qu'au sein du RHDP, il y a un seul élément fédérateur, c'est Alassane Ouattara. C'est le plus grand élément fédérateur. Et donc, du coup, c'est celui qui va donner plus de chances de gagner au RHDP. En revanche, oui, on peut encore se poser des questions sur l'opportunité de la candidature de Alassane Ouattara. Parce que ça peut poser des questions, par exemple, sur qu'est-ce que sera la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est encore à l'ère du temps, et puis finalement, est-ce que le RHDP ne fait pas que juste reporter la question de son existence? Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara candidat, on a l'impression que le RHDP est plus une machine à la disposition de Ouattara qu'un véritable parti politique dans lequel peuvent émerger d'autres candidats. On se dit aujourd'hui, sans Alassane Ouattara, est-ce qu'il y aura cette unité du RHDP? Est-ce que, par exemple, Méliès ne va pas partir son bout de RHDP, Patrick Hachi ne va pas partir son bout de RHDP, Victoro ne va pas partir son bout de RHDP? C'est ça la grande question pour le RHDP aujourd'hui. Sinon, pour moi, Ouattara, légalement, personne ne pourra l'empêcher d'être candidat. Et puis, finalement, je pense que c'est la plus grande chance du RHDP pour gagner. La vraie question avec lui, c'est quel sera le RHDP si il n'y est pas? Alain Wakili? Il faut noter que Michel
Beta, parmi les scénarios possibles, a dit que Tcham peut gagner, Gbagbo peut gagner, et même Soro, et il a dit Ouattara peut gagner. C'est-à-dire, après avoir émis des réserves sur la candidature du président Alassane Ouattara, il a dit dans les scénarios possibles, l'élection étant ouverte et incertaine, il peut gagner. Et je pense que cette opportunité-là liquidait ses propres réserves, étant entendu que, bon, le débat sur la légalité ou la légitimité de la candidature peut être pris autrement, en se disant que il y a les faits accomplis qui est là, on fait avec. Oui, bien entendu, l'incertitude ou la non-déclaration de la candidature du président de la République à sa succession reste l'une des inconnues, mais ce n'est pas la seule inconnue. Ça fait partie des inconnus. On a le PPACI qui a le président Gbagbo Laurent qui est déjà candidat. Le PDCI n'a pas encore son candidat. Et puis, le FPI, je crois, a investi à Finguessan. Il y a le PPAC, bien que le président Laurent Gbagbo ait été investi, il n'est pas sur la liste électorale. Pareil pour le COGEP. Donc, ce n'est pas la seule incertitude. Peut-être c'est la plus grande inconnue, celle qui a le plus fort impact en ce que si, par exemple, le président Alassane Ouattara décide d'être candidat, ses adversaires sont emmerdés entre une stratégie de contestation de sa candidature ou une mobilisation électorale pour le battre dans les urnes. Donc ce trouble qu'ils pourraient avoir fait que c'est incertain pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont adopter comme stratégie? Contester la candidature du président Ouattara, boycotter l'élection, empêcher l'élection ou bien se mobiliser pour aller dans les urnes, le vaincre et le battre en vue de montrer qu'il y a une majorité qui refuse cette candidature. Et alors, au lieu que cette majorité s'exprime par des voix hors les urnes, en dehors de l'élection, l'idéal ne serait-il pas qu'elle choisisse la voie de l'élection et des urnes? Voilà l'enjeu. Maintenant, pour son camp, comme Arthur l'a dit, il est la meilleure garantie d'une victoire. Mais l'enjeu, au-delà de la victoire, c'est aussi de gérer le pouvoir. L'objectif aussi est de parvenir à des élections apaisées. Et aussi la question, c'est celle de l'héritage et du bilan. Est-ce que faut-il encore y aller? Et je pense que lui-même, il poursuit sa réflexion. Il pèse, il regarde, au-delà de son camp, de la stabilité qu'il doit avoir et aussi du pays à stabiliser dans un environnement sous-régional ou international qu'on connaît. Et je pense aussi qu'il dispose d'instruments comme des sondages, comme des études d'opinion pour voir quel est l'état réel de la nation. Et ce sont autant d'opportunités qui sont à sa disposition pour prendre la meilleure des décisions. Quelqu'un a dit, le problème, ce n'est pas l'annonce d'une décision. Le plus important, c'est le moment de cette décision. C'est la décision qui est prise. Quelle que soit la décision qui est prise, il faut l'assumer. Donc, parce qu'il sait qu'il devra assumer la décision qu'il prendra, il se donne le temps de réfléchir et puis de l'annoncer le moment venu. Très bien. Barthélemy Gogognon, réaction? Oui, ce que je voudrais dire, finalement, à quoi ça sert de faire tout ça sans préserver la vie humaine? Parce que quand j'écoute les uns et les autres, j'avoue que j'ai peur et avec moi beaucoup d'Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'on a encore en mémoire 2010. Et déjà, chaque acteur politique, chaque leader politique est dans une tactique politique qui finalement peut endeuiller les Ivoiriens. Pourquoi? On est à 9 mois des élections. Pas encore de candidature officielle pour certains candidats. Pas encore, en tout cas, d'assurance pour d'autres. Et les Ivoiriens sont dans l'incertitude. Au point que chacun se demande mais qu'est-ce qui va se passer encore en 2025. Donc, je m'interroge sur leur tactique politique parce que on a parlé du RHDP. Le président, à l'occasion des vœux de Nouvel An, a semblé faire une ouverture. A semblé faire une ouverture, en tout cas pour ceux qui pensent que, à part lui, on ne trouverait pas de cadre au RHDP. Il a parlé d'une demi-douzaine. Donc déjà, il dit aux uns aux autres, non, attention, je suis en pleine santé,
et entre griffes, si l'occasion se présentait, en tout cas, je pourrais servir, continuer à servir mon pays. Mais dans le même temps, il parle d'une demi-douzaine de cadres. Et moi, je vais un peu plus loin. Ces derniers temps, en tout cas, je suis beaucoup l'observation, je suis beaucoup la politique, et je remarque que le vice-président est beaucoup mis en front line. Récemment, il était au nord. Et il a été vraiment, la lumière a été beaucoup mise sur lui. Donc je me dis, certainement que dans la stratégie, dans la tactique du président de la République, dans la tactique du RHDP, le président certainement montre une piste, alors qu'en réalité, il y a la carte qu'il veut jouer. Mais dans tout ça, puisqu'il ne s'est pas encore déclaré, moi je vais même parler sur la question des droits, est-ce qu'il en a le droit ou pas? Dans tous les cas, je me dis que son parti est en train de suivre sa tactique, puisque le RHDP est sur le terrain. Des meetings par-ci, des meetings par-là. Pendant ce temps, les autres, l'opposition, est encore en train de tergiverser entre se rassembler, aller en rang serré ou aller en rang dispersé et après se retrouver quelque part. Quand on suit la dernière déclaration du président Affi N'Guessan, qui demande au président Gbagbo, qui demande au rassemblement de l'opposition. Donc, à ce niveau, chacun a sa tactique. Et le parti au pouvoir et l'opposition, mais tout ça, ça ne rassure pas les Ivoiriens. C'est pourquoi je dis, tout ça, ça va aboutir à quoi? On va compter encore les morts. Et moi, en tant que, en tout cas, penchant des droits de l'homme, où la vie est sacrée, au nom du principe sacro-saint de la vie, il faut à un moment donné que les politiques arrêtent. Parce qu'ils ne peuvent pas conduire la Côte d'Ivoire sous nos regards comme ça. Et pendant ce temps, la communauté dite internationale regarde impuissante et attend pour compter encore et encore les morts. Il faut inverser la tendance. C'est maintenant qu'il faut mettre sur même table ces hommes politiques pour trouver en tout cas un consensus pour éviter que des gens, des Ivoiriens, meurent encore. On a encore 2010 à l'esprit, à 10 semaines, on a peur. Donc vous êtes favorable, par exemple, à un dialogue politique? Mais bien évidemment que oui. Mais en Côte d'Ivoire, on a toujours discuté. Et le premier président, Félix Houphouët-Boigny, il a dit que le dialogue, c'est l'âme des forts. Donc il faut discuter. Quel problème on ne peut pas discuter? Qu'est-ce qui peut être au-dessus, Ali, dis-moi, qu'est-ce qui peut être au-dessus de la vie humaine? La vie humaine, elle est sacrée. Chacun que ce soit sa chapelle politique, il ne pourra pas rêver quelqu'un qui est mort. Il faut éviter cela. C'est dès maintenant qu'on doit anticiper. Il faut être proactif au lieu d'attendre pour être réactif. Très bien. Guillaume Bateau? Oui, moi je pense que il faut peut-être prendre le problème par l'autre bout. Dans la droite ligne, ce que disait mon prédécesseur. Je crois que la plus grande inconnue, c'est la capacité de l'opposition aujourd'hui à imposer un rapport de force. La candidature du président Ouattara, bon, elle est contestée, il ne l'a pas encore dit, c'était bon. Mais je pense que la vraie inconnue, c'est la capacité de l'opposition ivoirienne à imposer un rapport de force qui fasse que l'élection présidentielle de 2025 soit une élection disputée ou pas. Celui qui a parlé avant moi a cité le président Affi, mais dans son propos, le président Affi a dit ça hier, que l'opposition ivoirienne aujourd'hui est miettée et tétanisée. Mais si vous avez une opposition tétanisée à 9 mois, qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat? Donc je pense que ce n'est pas tant la candidature du président Ouattara qui est l'inconnu. Parce qu'il a dit il y a une douzaine de cadres. Mais la principale inconnue, c'est est-ce que nous avons une opposition capable d'imposer un rapport de force qui va nous amener à une alternance en 2025? Mais en l'état actuel des choses, malheureusement, on est obligé de dire non. Parce que, déjà, j'ai vu un peu les réactions au propos du président Affi venant du camp du président Thiam, qui estime aujourd'hui que c'est M. Thiam qui doit pouvoir être le leader de l'opposition. Le chef de file. Chef de file, leader. Donc, voilà, nous en sommes là. Nous en sommes là. Nous en sommes à 36 mois, comme Ali, tu l'as indiqué. 36 semaines. 36 semaines, désolé. 36 mois. 36 mois, ça nous ramènerait peut-être en 2027. Ouais. 36 semaines, juste. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que finalement, le président Ouattara et le RHDP ont le beau rôle. Ont le beau rôle de l'opposition qui doit pouvoir incarner la capacité d'alternance, ne parle pas d'une seule voix, n'a pas le même agenda. On ne sait même pas si tout le monde
si chacun a un agenda. Voilà la réalité. Donc, si nous voulons une élection, je disais avec Michel tout à l'heure, mais quand le PDCI fixe son bureau politique le 5 avril, c'est-à-dire à 6 mois des élections. Mais il n'a pas envie d'être président. Et que sa convention va être peut-être, si je suis gentil, peut-être en mai. Arthur, attention. Sinon en juin, à 4-5 mois. Mais comment vous voulez qu'avec une telle configuration, le RHDP ne soit pas dans le confort le plus total? Voilà. Donc, il y a une réalité. Il y a un appel que le président a lancé au rassemblement de l'opposition. Il faut espérer que ce rassemblement se fasse. Le président Gbagbo a lancé un appel de bonne depuis le 14 juillet. Bon, je vois mon ami Nobu sourit, mais l'appel est passé où? À Oumi. Voilà. Donc, voilà, je pense que pour moi, la principale inconnue, c'est l'attitude de l'opposition. Selon le RHDP, ils annoncent la candidature. Donc, vous, quand vous dites la principale inconnue pour vous, c'est l'attitude de l'opposition, vous voyez mal l'opposition s'unir? Non, je ne vois pas mal. Je dis, c'est le bon sens. Aurait voulu qu'aujourd'hui, on n'en soit même pas à l'appel que le président lance. Le bon sens aurait voulu qu'aujourd'hui, on en soit au fait qu'il y a un programme commun qui est discuté. Il y a certainement des stratégies claires qui sont annoncées. On parle de la RLE, la volonté d'imposer ou bien de voir un nouveau recensement, mais chacun parle de son côté. Il y a un dialogue entre la commission électorale indépendante, le gouvernement d'un côté, l'opposition, chaque parti de côté. Mais si nous sommes à 9 mois et qu'il n'y a pas de dynamique réelle, je pense qu'il va falloir que on s'en tienne à ce que, bon, le RHDP aille en roue libre. Tu es défaitiste? Je suis pas défaitiste. Nobu, attention. Non, tu me dois si je suis défaitiste. Non, je ne suis pas défaitiste. D'accord, très bien. Il y a un appel qui a été lancé par le président hier. J'espère, je souhaite que cet appel soit entendu et que dans les prochaines semaines, qu'on puisse commencer à discuter. Très bien. Parce que sinon, après, ne venez pas... on ne va pas faire de miracle. Très bien, très bien. Professeur Nobu, c'est à vous. Ben, d'abord, je voulais vous dire bonsoir et dire que mon sourire n'avait rien à voir avec l'appel, mais c'est le lieu de l'appel, puisque je viens de Beaunois, donc ça m'a fait sourire, c'est normal. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une hésitation, il y a quelque chose? Je pense que dans le camp du président, c'est clair pour moi. Dans le camp du président, le président sera candidat, parce que si on prend les éléments, déjà en 2024, le ministre-gouverneur Bakongo annonçait que le président allait être candidat. Là, Madame la ministre Anoulouto l'a dit également. Madame la ministre Kandia Kamara l'a dit. La présidente du Sénat. La présidente du Sénat, excusez-moi, elle a même dit qu'il gagnerait les élections au premier tour. Ensuite, le ministre Adjoumani vient de le dire. Alors, quand on finit de... Le ministre Toué Mamadou l'a dit également. Quand on finit de faire tout ce tour-là, il n'y a pas d'hésitation dans le camp du président. La seule chose qu'il faut dire, s'il y a des éléments qui nous paraissent un peu difficiles ou qu'on n'appréhende pas, c'est la CEI, c'est la question de l'inclusivité des élections et puis l'opposition qui n'arrive pas à s'unir. En d'autres termes, concernant l'opposition, je voudrais dire que quand j'observe, cela va vous paraître curieux, mais je pense que c'est l'opposition qui est en train de faire la campagne du président Ouattara. C'est l'opposition qui est en train de faire... C'est l'opposition qui est en train de faire... Moi, je pense qu'il a raison. Qui est en train de faire le travail pour le président Ouattara. Parce que si nous sommes allés à des élections où le PDCI, le RDR, et puis RDR. Oui, je précise encore. Oui, je suis en 2010. Ouais. Le PDCI, le RDR et le FPI sont allés à des élections où le PDCI et le RDR se sont associés. Les deux ont bâti mathématiquement, comme ça se démontre partout, le FPI. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous associer aujourd'hui et puis faire porter cette contradiction-là? Sinon, l'inconnu ne vient pas du RHDP, mais le connu vient de la CEI. Est-ce qu'elle va faire l'enrôlement? L'inconnu vient de l'inclusivité ou non des élections et l'inconnu vient du fait que l'opposition n'arrive pas à s'unir. Il faut que l'opposition s'unisse pour pouvoir apporter quelque chose d'extraordinaire. Sinon, dans le camp du président, pour nous, à mon avis, c'est déjà fait. Et ne jouons pas plutôt j'allais dire,
les lieutenants du président l'ont dit, mais nous, l'opposition, et on va crier après, mais l'opposition est en train de faire un travail extraordinaire pour permettre au RHDP d'être ce qu'il est actuellement. Très bien. Alors, M. Gogognon, me semble-t-il, rappelait que le président, face aux diplomates notamment, lors de la présentation des vœux, a ouvert une fenêtre sur la demi-douzaine. Est-ce que, en tant qu'analyse, vous vous dites, ah oui, cette carte, le président de la République peut la sortir à la dernière minute. Est-ce que vous pensez que c'est une éventualité, Guillaume Bateau? Non. Ce n'est pas une... Non. Le président, la demi-douzaine ne date pas d'aujourd'hui. La demi-douzaine n'était vue que le président a fait peut-être il y a 2 ou 3 ans. Déjà. Quand il venait de se faire réélire, on lui avait posé la question, quand nos confrères de RFI, France 24, il avait dit non, c'est pas maintenant que je vais chercher du boulot et tout et tout. Mais on voit bien que la demi-douzaine, n'oubliez pas ce qu'a dit M. Adjoumani. Il a dit que tous ceux qui peuvent avoir envie d'être candidats, ils peuvent le dire seulement à leur épouse. Et que personne ne peut mettre au salon, à plus forte raison, sur la place publique. C'était peut-être une image. Oui, c'était une figure imagée. M. Adjoumani est le porte-parole du RHDP. On est d'accord. C'est pas vous et moi. Voilà. Donc, je pense que la demi-douzaine, c'est pour mettre un peu de baume au cœur de ceux qui peuvent se sentir frustrés. Je suis d'accord avec mon ami et frère Hyacinthe Noubou. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Quand on regarde la configuration, mais Ali, on ne désigne pas un candidat à la présidentielle à 2 jours, ou à 1 mois, ou à 3 mois. En 2020, Père à son âme, le Premier ministre Amadou Gon a été désigné en mars. Nous sommes à... On est le 3 février, Guillaume Bateau. Oui, mais je veux dire que on a 1 mois. Le 2 février. On a 1 mois du deadline normal que le RHDP avait choisi en 2020. Donc le président peut sortir une surprise. On voit bien que en 2020, le Premier ministre Amadou Gon était mis en orbite dès 2017. Tous les observateurs voyaient bien que tout se faisait autour de lui. Et c'est lui qui avait même commencé à faire les grandes tournées, etc. etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ceux qui tournent ne parlent que de Ouattara. Et il parlait de Ouattara aussi. Ah non, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je pense que la situation actuelle, la demi-douzaine, c'était juste pour ne pas que tout le monde aille dans tous les sens. Mais la demi-douzaine, elle-même, sait qu'elle n'est pas sur la shortlist. Sur la liste, il n'y a qu'une seule personnalité. C'est le président. Bon, Guillaume Bateau, c'est votre analyse et on la respecte évidemment. On est là pour analyser les faits. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'on respecte votre point de vue. Ouais. Jean-Baptiste Kofi, bonsoir. Vous nous appelez, je ne sais plus d'où, je n'ai pas retenu malheureusement, de Yopougon, c'est ça, de Yopougon. Pour vous, comme l'a dit l'un de nos invités ce soir, l'inconnu vient plutôt du côté de l'opposition. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir M. Diarra-Souba. Bonsoir. Comme je le dis, aujourd'hui, je suis d'accord avec M. Alafé pour son intervention. Vraiment, aujourd'hui, l'inconnu ne vient pas du parti au pouvoir. Parce que à quelques mois, je dirais à 8 mois des élections, c'est l'opposition qui est vraiment dans l'incertitude. Surtout avec le PDCI, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas de candidat. Monsieur Tidiane Thiam n'est pas candidat du PDCI et avec tout ce qui se passe actuellement au niveau du parti PDCI, d'un certain parti de l'opposition, on dirait que le parti qui est en bonne position pour pouvoir gagner ces élections et qui pourra encore diriger notre pays dans les prochaines années, c'est le RHDP. Et ça prouve qu'aujourd'hui, le RHDP est le parti qui pourra nous diriger et qui est en mesure de pouvoir conduire la Côte d'Ivoire dans les prochaines années. Voilà. Donc c'est un peu mon commentaire. Très bien, Michel Betta, c'est à vous. Oui, moi je note un peu, je suis surpris quand les uns et les autres disent l'opposition c'est la seule incertitude. Il y a Yacine qui disait que en 2010, le PDCI et le RDR sont allés à un premier tour et c'est au second tour qu'il y a eu le report de voix. L'opposition est partie chacun avec son étiquette. Il n'y a pas eu d'unité au premier tour. Donc aujourd'hui, l'opposition s'unit sur certains sujets, notamment la CEI. L'opposition, on a suivi récemment l'intervention des députés du PDCI
qui étaient partis voir les députés du PPAC, ils ont parlé de la volonté d'avoir une révision de la liste électorale en 2025. Mais c'est sur ces sujets-là l'opposition s'unit. Sinon, moi, je ne crois pas que l'opposition soit la seule inconnue. L'opposition, les candidats sont connus. Peut-être que c'est que le RADP entretient. Et puis, c'est dommage quand même. On a vu récemment, aujourd'hui même, mes collaborateurs m'ont fait part des propos de la ministre Anne Iloto qui parlait des candidats hors la loi. C'est à quoi que le RADP entretient une volonté de voir d'autres ne pas être candidats. Donc, ils ont transformé, même, c'est ce qui fait dire à Tu, quand il analysait tout de suite, pour dire que Tidjane Thiam a encore sa nationalité française. Je ne sais pas où il tire ces types d'informations, mais je sais que ça vient des officines du RADP qui veut montrer que l'opposition n'est pas encore prête à avoir des candidats, alors que l'opposition a déjà affiché tous ses candidats, que ce soit le PDCI, depuis son congrès, a dit qu'il a pour candidat Tidjane Thiam. Que ce soit le PPACI, ils ont dit qu'ils n'ont pas de deuxième d'alternative à Laurent Gbagbo. D'où vient qu'aujourd'hui, les uns et les autres sont en train de se poser une question, de dire que l'opposition n'a pas son candidat. L'opposition a son candidat. Aujourd'hui, je l'ai dit, la candidature du président Ouattara, peut-être qu'ils ont réduit ça à la Constitution, mais pour moi, c'est un sujet de crise. Il ne faut pas se le cacher. Puisque en 2020 déjà, elle a été contestée. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, je me souviens, il dit que c'est une horreur. C'est pas que... Vraiment, souvent quand j'écoute certains analystes, je suis étonné. On dit que l'opposition introduise un rapport de force. Quel rapport de force vous voulez que l'opposition introduise? Dites-nous, si c'est le rapport de force qu'on a eu en 2002 jusqu'en 2010, moi je suis désolé. C'est pas cette opposition qu'on veut aujourd'hui. C'est pas ce rapport de force où on veut conflictuel, où un opposant s'élève pour dire ce président-là, on va le frapper, ce pouvoir-là, Boribo, il tombera. Non, c'est pas ce rapport de force que vous souhaitez pour notre opposition quand même, de grâce. Moi, je crois que l'opposition montre suffisamment assez de maturité et il faut la saluer. Parce que ce qu'on n'aimerait pas vivre aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu par le passé. Donc, quand l'opposition pose ses problèmes, ce qu'on demande aux partis au pouvoir, c'est d'écouter et d'établir le dialogue afin que un consensus soit trouvé autour de ces questions-là. Ce n'est pas forcément la loi qui va départager les uns et les autres, puisque la loi n'a pas pu nous départager en 2010. En 2010, nous sommes affrontés pendant que la loi s'est exprimée. En 2020, nous sommes affrontés après que la loi s'est exprimée. Si aujourd'hui on a l'occasion de discuter, faisons-le de peur de ne pas tomber encore dans un juridisme qui va nous mettre en conflit. Moi, je crois que c'est ce que l'opposition a demandé et je crois que l'opposition fait preuve d'unité sur ces questions-là, des questions essentielles pour le processus inclusif afin que les Ivoiriens aillent voter en toute sérénité. Et je crois qu'il appartient à ceux qui ont le pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une crise savamment entretenue par le parti au pouvoir et son président. C'est ce qui est dommage. Moi, j'ai dit que si vous avez suivi un peu le discours, je vais m'arrêter, il a fini là, le discours du président Ouattara en 2019, le discours de fin d'année. Moi, j'ai réécouté ce discours-là encore. Il a dit, je donne ordre dès le mois de janvier au Premier ministre d'entamer une discussion avec l'opposition. On était en 2019, son discours de fin d'année. Donc il a compris qu'avant une élection où déjà les tensions sont déjà vives, le dialogue est une arme forte pour amener les uns et les autres à une table de négociation, pour aller dans un processus inclusif et bien organisé. Moi je crois qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un carrefour critique et toutes les observateurs sont unanimes. Elle a un carrefour critique et il faut que le parti au pouvoir, tout comme l'opposition, les acteurs politiques fassent preuve d'ouverture d'esprit et de conciliation, de dialogue. Et je pense que c'est une arme forte pour nous permettre de passer ce cap des élections de 2025-là sans heurts. Très bien. Alors, avant de vous donner la parole, M. Gogonion, Carlos Kwame nous appelle de Bouyo. Bio. De Bio. C'est ma ville natale. Enfin, d'accord, très bien. Carlos Kwame, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez? Oui, bonsoir, M. Diarra-Souba. Bonsoir. Alors, pour vous, c'est moins la candidature du président Ouattara qui pose problème à l'opposition, c'est surtout une nouvelle révision de la liste électorale et également de demander des élections inclusives. Voilà, c'est bien cela. Nous vous écoutons. Sinon, qu'aujourd'hui, la candidature du président Ouattara, pour moi, ne pose pas de problème pour l'opposition. D'ailleurs, même, l'opposition veut que... Nous vous écoutons, Carlos Kwame. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, la candidature du président Ouattara ne pose pas de problème. Mais ce qui pose problème à l'opposition, c'est juste d'appliquer la loi, c'est-à-dire faire une révision de la liste électorale. Et puis maintenant, une élection inclusive, transparente et démocratique.
Voilà, sinon l'opposition même veut que non, le président Ouattara compétisse. Et dans les commentaires de l'opposition, je n'ai pas encore vu un communiqué de l'opposition disant que le président Ouattara soit peut-être éligible ou non. Voilà, donc les analystes sur le plateau, souvent, nous faisons faire la part des choses. Aujourd'hui, l'opposition réclame une révision de la liste électorale conformément à la loi. Et pareil aussi pour le cas de M. Soro Guillaume et le cas de M. Laurent Gbagbo. Voilà, donc c'est ainsi mon point de vue sur ce sujet. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Bouillot. Alors, Bouillot. Enfin, j'y arriverai. On a un barrage, tout ça. Donc. Barthélemy Gogognon, c'est à vous, allez-y. Alors, merci Ali. En ce que je voudrais dire, tous nos co-débatteurs, si on dit que l'inconnu, c'est plutôt du côté de l'opposition que du côté du parti au pouvoir, il n'y a pas d'inconnu. Non. Moi, je voudrais dire, ils ont même pris des exemples de grosses têtes du RHDP qui soutiennent que le président Ouattara doit être candidat. Mais c'est normal. Mais c'est tout à fait normal. Chacun prend son capitaine. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'ils disent? Donc, ils sont dans leur rôle. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont dit, que toutes les grosses têtes l'ont dit, que c'est ce qui est. Je reviens encore là-dessus. Le président Ouattara, il a dit qu'il y a une demi-douzaine de cadres du RHDP. Et j'ai dit qu'ils sont dans une tactique politique. Ils sont dans une tactique politique. Donc, ce n'est pas parce que tous les ministres passent à la télévision, disent que, ou bien tous les clubs de soutien disent que c'est le président Ouattara qui doit être candidat, que forcément c'est ce qui est. Donc, on ne peut pas se baser là-dessus pour dire que c'est déjà connu. Non. Ça, c'est leur position. Un langage que c'est tout à fait normal. Mais moi, je dis que le président Ouattara a une carte à jouer. Et ces temps-ci, si vous observez, le vice-président est en front line. On peut le croire ou comme ne pas le croire. Mais moi, c'est mon analyse. C'est mon analyse. Et quand je rebondis sur les propos du téléspectateur qui vient d'appeler, qui dit que non, lui plutôt, c'est du côté de la CEI. Mais de quelle CEI parlons-nous? Là, je parle maintenant de l'opposition. Une opposition qui dit que les conditions ne sont pas réunies. Et paradoxalement, il siège encore à la CEI. Une opposition responsable, elle démissionne en bloc. Une opposition responsable, elle démissionne en bloc et elle oblige le pouvoir à négocier, à discuter. Mais on ne peut pas rester à la CEI et dire que cette CEI, elle est mauvaise. Donc pour moi, j'ai dit que 2010 est encore dans nos mémoires. 2025, nous sommes pratiquement à 36 semaines, donc il faut anticiper, il faut être proactif, il faut anticiper. C'est dès maintenant qu'il faut poser les vrais problèmes. Si le pouvoir ne veut pas discuter, quelle pression l'opposition se donne pour amener le pouvoir à discuter pendant qu'ils sont encore à la CEI? Il faut être courageux. Il faut être courageux. Soit ils sont là-bas, alors ils font le jeu du pouvoir, et au soir des élections, tout le monde se congratule, et pour la première fois, qu'on n'ait pas de sang versé les Ivoiriens. Moi, mon problème, faisons en sorte qu'il n'y ait plus une seule goutte de sang versé. C'est vrai qu'on a parlé de 2020. 2020, il y a encore eu du sang versé. On a parlé des élections intermédiaires. Là, il n'y a pas eu, la situation était vraiment normale. Mais on parle de 2025. Et là, 2025, tout le monde est là. Tout le monde est là. Et il y a des questions qui ne sont pas encore réglées. Donc, c'est plutôt un appel que je lance aux hommes politiques. Il est encore temps de discuter. L'opposition, si elle estime que la CEI ne peut pas faire l'affaire, qu'elle démissionne. Professeur Nobou, ensuite Arthur. Alors, je voulais juste faire une précision. J'ai dit que l'inconnu, il y avait, j'ai dû sortir 3 têtes. J'ai dit la CEI et la question de l'inclusivité. C'est-à-dire, on ne sait pas si aujourd'hui, et là, Arthur l'a dit tout à l'heure, le président Thiam n'est pas partant par rapport à... ne serait pas partant par rapport à un élément qu'il a sorti. Donc, quand je parle et que je dis que l'inconnu, c'est à ce niveau, le président Laurent Gbagbo, personne ne peut attester qu'il va partir. Le président Blé Goudé non plus. Quand vous dites partir, c'est quoi? Compétir. Voilà. Donc, je dis qu'en ce moment précis, il y a une inconnue à ce niveau. Qui seront les adversaires dans l'opposition? Ça, c'est un premier point. Est-ce que les élections seront inclusives? Le deuxième point, la CEI. La question du RLE. Ça dit que la révision de la RLE, plutôt la révision, il faut revoir. Est-ce que la CEI va faire la révision? Le président Kwibé a dit en 2025 qu'il faut faire la révision, mais il peut la faire après les élections. Mais si on peut la faire après les élections, on peut la faire aussi avant les élections. Faisons cela pour qu'il y ait au moins une apparence paix pour qu'on puisse avancer. Alors, le budget est là. Trouvons le mécanisme pour éviter tout ce qui peut
nous emmener dans les écueils. C'est ce que je veux dire quand je dis... Et puis, je suis heureux, car tu me dises que le Conseil constitutionnel a parlé, on ne doit plus parler. Mais en 2010, un Conseil constitutionnel a parlé, c'est devenu autre chose. Donc, je suis heureux qu'à partir de maintenant, on reconnaisse qu'on a une loi fondamentale et que quand le magistrat suprême parle, on puisse accepter cela. Maintenant, je ne sais pas pour relancer le débat, mais c'est ce que je voulais dire. Merci. Très bien, professeur Banga. Je vais commencer par la fin, par 2010. Je l'ai déjà dit ici, je vais le répéter. En 2010, nous avons signé des accords. Il y a une résolution de l'ONU qui a été signée, qui nous a demandé, qui a mis un arbitre au-dessus du Conseil constitutionnel, qui est la certification de l'ONU. Et quand le Conseil constitutionnel, on peut même discuter du fait que le Conseil constitutionnel se soit pris à la place du peuple, puisqu'il a décidé à la place du peuple, il n'est pas souverain un peu, mais ça, je le mets de côté. Je dis que on a nous-mêmes Ivoiriens, invité la certification. Et la certification, elle a certifié. Donc, c'est pour ça. Aujourd'hui, on n'a plus de certification, donc on se fixe à notre constitution. C'est nous-mêmes qui l'avons choisi. Il y a tellement de choses. Le premier truc que je dis, les marchands de mort doivent arrêter de se faire peur. Arrêtez de vous faire peur. Moi, le week-end passé, j'étais à Divo, j'étais à Gagnoa. Je viens de Mans et hier, j'étais à Djekoui. Je cause avec les Ivoiriens, je bavarde avec les Ivoiriens. Ceux qui, comme des vautours, espèrent surfer sur la mort des Ivoiriens pour faire peur aux Ivoiriens. Non. Les Ivoiriens sont décidés, en tout cas moi ceux que je rencontre au quotidien, sont décidés à aller à des élections apaisées. Ils ne mourront pas pour quelqu'un. Jamais. C'est fini. Les jeunes qu'on voit aujourd'hui là, ils ne sont pas là pour mourir pour quelqu'un. Ils sont là pour exprimer leur volonté. Voilà. Donc, il faut arrêter de brandir le chiffon rouge de la mort. Parce que les Ivoiriens sont des gens épris de paix qui vont aller à ces élections de 2025, qu'ils attendent pour exprimer qui va les diriger pendant les 5 années à venir. Ils ont tiré les leçons. Les jeunes, là, ils ont tiré les leçons. Même les moins jeunes, ils ont tiré les leçons de tout ce qui s'est fait. Donc, aujourd'hui, ils sont prêts à s'engager politiquement. Hier, j'ai parlé d'engagement citoyen avec des jeunes et des femmes. Mais ils sont plus prêts à mourir. Ils sont prêts à imposer des rapports de force. S'ils doivent manifester, s'ils doivent... parce que la loi le permet, ils doivent le faire, mais ils ne vont pas mourir. Ça, c'est fini. Le truc que je veux... le dernier point sur la demi-douzaine, avant d'arriver sur les inconnus à l'opposition, la demi-douzaine, malgré tout, oui, je suis sûr, je pense qu'à 90%, on a des chances d'avoir Ouattara. Après, lui-même ouvre la porte, donc on ne va pas la refermer à sa place. Il a ouvert la porte. C'est un homme, aujourd'hui, c'est pas si évident que ça, je pense, pour lui. Il y a d'abord le poids de l'âge, qui peut peser sur quelqu'un. Quand tu as gouverné, tu as fait le même job pendant près de 15 ans en tant que président, tu peux te poser la question de est-ce que je suis encore motivé, est-ce que je veux encore y aller. Il y a l'air du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, ça parle quand à côté, on a des gens comme Diomaye Faye qui ont 40 ans son président et tout ça? C'est des questions qui se posent. Et puis aujourd'hui, est-ce que finalement, c'est pas le meilleur moment pour passer la main? Est-ce que tu peux faire, puisqu'il est si fier de son bilan, est-ce que tu as la capacité de faire mieux? Voilà, donc, non, c'est un homme qui se pose des questions, hein, même si je pense qu'il laisse sa porte ouverte, d'autant plus qu'à son avis, et à mon avis, le RHDP a plein de présidentiables. Quand je prends quelqu'un comme Patrick Hachi, qui est au gouvernement depuis 2000, hein, qui est élu, qui a été rappelé au cœur du dispositif, ça reste une solution. Quand je prends des gens comme Meilet, ça reste des positions. Quand je prends des gars comme Victogo, ça reste des possibilités pour le RHDP. Le RHDP n'est pas en manque. La demi-douzaine du RHDP est une demi-douzaine valable. C'est des gens qui ont de la compétence nationale et de la compétence internationale. Vous prenez Patrick Hachi aujourd'hui, il fait partie des 3 qui conseillent à la fois la Banque mondiale et le FMI sur ce que sera l'économie mondiale pour les 30 ans. Donc quelqu'un comme ça, on ne peut pas me dire qu'il ne peut pas être président. Quand tu prends quelqu'un comme Meilet, il est déjà vice-président. À partir du moment où tu es vice-président, tu es prêt à être président si tu ne prends pas le poste. Donc le vice-président, il a gouverné la BCEAO, c'est-à-dire qu'il a vu les économies africaines de l'Afrique de l'Ouest pendant ce temps. Il y a cette capacité-là. Ça dépend de Ouattara. Il va peser. Je pense, le connaissant, je me rappelle, au passage, Vagondo, il a toujours fait comme Ouattara parce qu'il sait ce qu'il va dire. Il a déjà pensé qu'il était pendant longtemps son collaborateur. J'ai la chance d'être son conseiller. Je pense qu'il sait, mais s'il se pose la question, c'est que cette question vaut le coup. Donc, il ne faut pas la balayer du revers de la main. Je ne sais pas si je rentre dans oui, bien sûr, allez-y. Non, il y a des inconnus dans l'opposition. Dans chaque parti de l'opposition, il y a des inconnus. Quel inconnu? La première inconnue, d'abord, c'est l'inconnu de l'union. À part ce qu'a dit Guillaume, que je partage tellement. Mais quand on compare l'union de 2010 à l'union d'aujourd'hui, non, une union de gens en marche va vite, mais une union de canards boiteux ne va pas aller vite.
Je suis désolé, les partis d'opposition aujourd'hui sont tout comme. En 2010, dans la période l'union de RAGP, elle a commencé officiellement en 2005. Si on a commencé depuis l'accord de Marcoussis de 2003, jusqu'à arriver aux élections de 2010. À cette époque, quand le FPI au pouvoir Laurent Gbagbo fait une visite d'État dans une ville, le lendemain, il y a un meeting du PDC, il y a un meeting du RD. Il y avait une opposition qui est... Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Deuxième problème des oppositions aujourd'hui, c'est qui va les représenter. Qui va les représenter? Le principal parti d'opposition, qui est le parti qui a plus de députés, c'est le PDC-RDA. D'abord, ce n'est pas le congrès du PDC-RDA qui désigne le candidat. Ça, c'est un. C'est la convention. C'est la convention. Les militants à la convention. La première question de la convention, question que pose Billon, c'est quel type de convention on va avoir? Est-ce que ça serait une convention qui a un bis repetita du Congrès, comme c'est fait depuis 1994, ou est-ce qu'on va moderniser la convention? Est-ce que c'est 4000 militants qui vont décider, ou est-ce que c'est tous les militants du PDCI qui vont décider? Voici des questions déjà sur ça. Deuxième chose, le président du PDCI, à l'heure où je vous parle, ne peut pas être candidat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Non, s'il vous plaît, Michel, je vous ai... S'il vous plaît, soyons disciplinés. Arthur... Je suis très ferme. Je viens, je vais vous poser une question pour l'avancée du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de prouver que le président du PDC-RDA n'a pas renoncé à sa candidature? Oui, à sa nationalité. À sa nationalité. Pas de candidature. Ah pardon, à sa nationalité. À sa double nationalité. Oui. Vous avez des preuves? Je le dis de source très sûre, que je ne vais pas citer, mais quand tu as renoncé à la nationalité française, ça apparaît dans le journal officiel. Parce que le porte-parole, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez-y. Le porte-parole officiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sur une chaîne de télévision, a dit que le président Thiam avait la nationalité ivoirienne et qu'il serait éligible. Il n'a pas répondu à la question de renoncer à la nationalité. Il a joué avec ça. Il blague. Il blague. Monsieur Thiam, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que Monsieur Tidiane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Donc au moment où on est en train de parler là, je dis à tous les militants du PDCI, votre président là, il n'est pas exclusivement ivoirien. Et puis même ça me choque au-delà de la loi. Pourquoi ça me choque au-delà de la loi? Comment quelqu'un qui veut diriger les Ivoiriens, qui a décidé depuis décembre d'être président du plus grand parti de Côte d'Ivoire, calcule pour renoncer à sa nationalité? Je vous dis, on n'entendait pas, il n'a pas renoncé. Bon, d'accord, très bien. Il n'est pas... Et ça, c'est la première chose. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. Je continue. On attendra. Oui, bien sûr. Allez-y, terminez. Donc, le PDC-RDA a son président qui n'est pas éligible, moi, on est en train de parler, parce qu'il a d'autres nationalités qu'ivoiriennes et parce qu'il calcule. C'est clair, je suis clair là-dessus, je le dis au militant du PDC-RDA. Deuxième chose que je suis en train de dire, le PDC-RDA, donc, a son problème de convention. Le troisième problème du PDC-RDA, c'est la question Billon. Voilà, donc aujourd'hui, un militant du PDC-RDA, c'est pas ce qu'il va faire. Quand on prend le PPACI, voilà le seul parti qui a fait une convention, qui a dit que Laurent Gbagbo est notre candidat. C'est très bien. Mais sauf que je l'ai déjà dit, et je le redis encore aux militants du PPACI. Au moment où on est en train de parler, Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Parce qu'il n'a pas son nom sur la liste électorale. Et s'ils ne réfléchissent pas, c'est vrai politiquement, c'est ça la stratégie, la prospective. La prospective, c'est de dire quoi? Je dois avoir... Qu'est-ce qui va se passer? Et aujourd'hui, pour un militant du PPACI, qu'est-ce qui va se passer dans sa candidature? Il est obligé, les cadres du PPC sont obligés de prendre en compte le fait que Laurent Gbagbo peut ne pas être candidat. Et en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Je suis bien obligé de vous interrompre. Non, le temps qui vous était réservé est arrivé. Non, s'il vous plaît. Michel, s'il vous plaît. Guillaume Bateau, c'est à vous. Oui, je voudrais dire, alors, Beta a semblé laisser entendre que nous voulons une opposition, un rapport de force de 2002 à 2010 a dit une rébellion, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Comment? Puisqu'il se demandait, c'est parce que nous avons demandé que l'opposition établisse un rapport de force qui fasse en sorte que les conditions de discussion... Parce que, écoutez, moi je veux bien qu'on fasse des discours, qu'on dise ce qu'on pense, ou bien ce qu'on a envie d'entendre. Mais il est clair que dans un contexte politique, si le rapport de force ne permet pas... Ah oui, mais, Michel, que tu le veux ou non? Il faut définir le rapport de force. Le rapport de force, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que... Tu dis que l'Union est unie. Thiam de son côté, Afi de son côté. Oui, mais c'est ça qui est la vérité. Ces leaders, on ne les a jamais vus ensemble. Parce que quand on parle de 2020, on a bien vu que tous les leaders d'opposition se réunissaient au siège du PDC-RDA et discutaient des problèmes qui les concernaient.
Pourquoi on veut faire la politique de l'autruche? La vérité aujourd'hui, le président Thiam, il a rencontré le président Bédié. Il a rencontré Madame... désolé, président Gbagbo. Parce que le président Bédié était décédé, malheureusement. Il a rencontré le président Gbagbo. Il a rencontré Madame Gbagbo. Il s'est arrêté là. Ah oui? Ah oui? Il n'a pas rencontré le président Afi, à ce que je sache. Je n'ai pas vu rencontrer le président Charles Blé Goudé, à ce que je sache. Il n'a pas rencontré d'autres figures de l'opposition. Aujourd'hui, écoutez, Beta, vous pouvez vous bercer d'une chanson. Mais nous sommes à 36 semaines. Voilà. Donc, je dis, si nous voulons, aujourd'hui le président Afi appelle au rassemblement de l'opposition. Mais c'est parce que ce n'est pas fait. Si c'était fait, il ne l'aurait pas dit. Et si nous voulons, nous pouvons rester dans nos rêves évasifs pour dire oui, tout se passe bien, l'opposition est unie, ok. Mais le moment venu, on va le payer cash. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, à 36 semaines, ne serait-ce que même sur la question même de la RLE, quand l'opposition demande que la RLE ait lieu, et certainement elle a raison au regard de la loi, mais est-ce qu'il y a une déclaration commune de toute l'opposition aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une démarche, par exemple, nous allons, je dis, manifester? Ah ouais. Ah oui. Manifester, c'est légal, c'est constitutionnel. Vous allez rester dans vos salons pour que le RGP change des choses? Ok, d'accord. Mais si le PDCI, vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Ça ne peut pas comme ça. C'est compris. Ah oui. D'accord, très bien, Guillaume Bateau. Voilà. C'est le rapport dont je parle. Je n'ai pas dit d'aller prendre les armes. Moi, je suis un démocrate. D'accord, voilà. Très bien. Guillaume Bateau, merci beaucoup. On va écouter l'avis de Kevin Landry, me dit-on, qui nous appelle d'Agboville. Pour lui, l'opposition est en train de perdre du temps. Kevin Landry, bonsoir. Bonsoir, M. Ali Girasouba. Comment ça va chez vous? Nous allons très bien, merci beaucoup. Vous nous appelez d'Agboville. Je salue tout le monde sur le plateau. On te salue aussi, Kevin. Voilà, j'aimerais rebondir sur l'intervention du grand frère Atou Banga. Très bien, allez-y. M. Atou Banga, il a exprimé ce que pense la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de guerre, mais plutôt de tranquillité. Et on a compris, tout s'est passé devant nous, nous avons vu. Il faut que l'opposition fasse preuve de bon sens. Il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle, qu'ils prennent conscience. Ils ont en face d'eux un bilan. Il leur appartient de réfléchir comment faire pour pouvoir contrer ce bilan. L'un n'est plus, est-ce qu'il sera candidat, est-ce qu'il ne sera pas candidat, mais préparez-vous pour affronter le bilan. Pendant que le parti au pouvoir est en train de s'organiser pour galvaniser ses militants pour pouvoir aller aux élections, pour gagner ou les mettre ces élections, ils sont en train de chercher la petite bête un peu partout. C'est la CEI, qu'ils arrêtent. Nous les jeunes, on est fatigués. On est fatigués. On est fatigués. J'aimerais dire merci au grand frère Atou Banga. On apprécie très bien son intervention. Vraiment, que l'opposition fasse preuve de bon sens et qu'il respecte exactement la volonté du peuple. Allons aux élections sans heurts. C'était là un peu ce que je voulais dire ce soir. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Kevin Landry. Vous nous appeliez d'Agboville. De quel quartier d'Agboville déjà? Il est parti. Il y a un quartier à Agboville que j'aime bien, Eri Makoudjé. Le nom est très original. À l'entrée, exactement. Elle a fait Wakili, c'est à vous, réaction. Le week-end, elle est directeur de publication pour un atelier. C'est cela. La CEI, justement. Voilà. Allez-y, elle a fait Wakili. Moi, je dis qu'on a des délais qui se rapprochent. Vous avez dit 36 semaines, en fait 9 mois, mais en réalité, c'est 6 ou 7 mois parce qu'à la fin du mois d'août, les candidatures seront closes. Les candidatures seront closes à la fin du mois d'août et il est prévu qu'à partir de juin, on lance les parrainages. Si on lance les parrainages en juin, c'est-à-dire dans 5 mois, ça veut dire déjà quand on prend les formulaires, voilà 4 mois, ça veut dire que quand on prend les formulaires, donc dans 4 mois, ça veut dire donc quand un parti fait son bureau politique en avril, il y a juste 2 mois après, bon, le RHDP aussi doit aller vite. Tout le monde doit aller vite. On considère que c'est jusqu'à juin pour tout le monde, le début des parrainages. Et puis, du côté du RHDP et aussi de tout le monde, moi, je suis contre 2 logiques. 2 logiques de chaos. Une logique du chaos qui dit si le président Alassane Ouattara est candidat, c'est le chaos. Comme l'Assemblée le dit, notre ami vous dit non, il y a problème, il y aura ceci, il y aura cela. Et puis, non, à l'autre logique du chaos, vous dites si le président Ouattara n'est pas candidat, c'est un chaos aussi
Pour qui? Pas pour personne. Il a stabilisé un pays, il a un bilan, il a travaillé, et je ne pense pas que lui-même, c'est dans son intérêt de croire que s'il n'est pas candidat, c'est le chaos. Non. Il n'y aura ni chaos parce qu'il est candidat, et il n'y aura ni chaos parce qu'il n'est pas candidat. Il faut arrêter de faire peur et sortir de cette logique du chaos. Que les uns... Il y en a même qui disent qu'il a bien travaillé, c'est quand il va dire qu'il n'est pas candidat, on va l'applaudir. Mais ce n'est pas juste. S'il a bien travaillé, il faut le dire. Qu'il soit candidat ou pas, il ne faut pas lier la reconnaissance de son mérite et de son bilan au fait qu'il n'est pas candidat. Donc, c'est ces éléments-là sur lesquels je voulais insister, en notant quand même que, quoi qu'on dise, il a déjà son idée dans la tête. Parce que, toute proportion gardée, il y a des différences par rapport à 2020. Mais on se souvient que plusieurs semaines avant qu'il annonce sa décision, au cours d'une réunion à Abidjan, il avait dit à son ami Mo Ibrahim que sa décision était déjà prise. Mais on ne l'a connu que plus tard. Et je ne pense pas que la décision ait évolué entre la période où il disait que sa décision était déjà prise. Plus tard, il a même dit que c'était pris depuis 2 ans avant. Voilà. Aujourd'hui, le même nous dit que sa décision n'est pas encore prise. On peut penser que tout paraît verrouillé, tout paraît évident, mais je pense qu'il faut qu'on laisse cette opportunité au président de la République, sans oublier que tout reste possible. Parce que même en 2020, moi je me souviens, je suis bien placé pour le savoir, alors que sa décision était prise depuis 2 ans, il y a des gens qui, 3 semaines avant qu'il l'annonce, ne sachant pas qu'il y avait un petit cercle qui était en réunion, qui sont allés le voir pour lui dire, président, celui que vous voulez choisir là, il n'est pas prêt, on ne peut pas gagner avec lui. Oui, des gens sont allés le lui dire 3 semaines avant, mais il ne les a pas écoutés, puisque sa décision était prise. Mais lorsque cette fois-ci, il nous dit que la décision n'est pas prise, je pense qu'il faut lui laisser cette liberté, cette opportunité, en rappelant au prophète de malheur de part et d'autre, au prophète de malheur de part et d'autre, qui nous annonce le chaos. Il ne faut pas jouer avec cette perspective du chaos, parce que la Côte d'Ivoire doit demeurer un exemple. Il y a des acquis. On ne peut pas continuer à entrer dans des conflits à l'occasion des élections, d'autant plus qu'en 2025, comme peut-être en 2020, on a vu que la crise a été vite résorbée. Pourquoi après 2020? Parce que les législatives pointaient à l'horizon. Et juste après le scrutin, père son âme, le président Bédia a rencontré le président Ouattara. Ça a décrispé la situation. Le dialogue a pu reprendre quelques temps après et nous sommes partis aux élections législatives en mars. Nous avons des élections législatives qui viendront quelques semaines après l'élection présidentielle qui arrive. Mais au moment où on parle des candidatures à la présidentielle, il faut déjà savoir qu'en décembre, entre décembre et mars, on aura une élection législative et y réfléchir, préparer les investitures aussi des candidats éventuellement, longtemps avant de part et d'autre, et donc créer les conditions pour éviter ce chaos que certains envisagent. Ils se disent non, si le président Alassane Ouattara est candidat, ça va mal se passer. Pourquoi peuvent-ils prétendre cela? Sur quelle base? Il faut qu'ils arrêtent. Je voudrais réagir au propos du professeur Arthur Vanga. Alors, je voulais vraiment me réjouir avec lui parce que, dit-il, il échange avec des jeunes Ivoiriens et qui sont dans une posture de ne plus se jeter dans les rues. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est ce qui serait vraiment l'idéal. Mais est-ce que déjà à ce niveau, est-ce qu'il a causé avec tous les jeunes de toutes les tendances? Déjà, il parle de toutes les tendances parce qu'il y a des gens qui comprennent, qui comprennent les enjeux politiques. Il y en a qui sont passionnés, quelle que soit la raison, qui sont vraiment prêts à descendre dans les rues. Je dis bien quelles que soient les raisons. Alors, est-ce que le professeur Arthur a causé avec tous les jeunes Ivoiriens toutes les tendances possibles pour déjà nous rassurer sur ce fait-là? Parce que, comme je le dis... Pour que l'avis soit exhaustif, le plus exhaustif bien possible, sûr, en tout cas. pour qu'en ces élections de 2025, on ne puisse plus avoir encore des jeunes qui puissent être dans les rues pour mourir. Mais en même temps, quand tu le dis et qu'il affirme de façon mordicus que le président Thiam ne sera pas candidat parce qu'il n'a pas annoncé à sa nationalité française, ça jette du trouble dans l'esprit de ces mêmes jeunes-là.
Quand tu le dis, alors qu'il y en a qui ne jugent que par le président Thiam, et ça va nous replonger encore dans cette histoire de nationalité. Moi, je veux qu'on sorte ce discours-là. De toute façon, il a affirmé, il a confirmé et il a soutenu. Ça jette du tout dans l'esprit de certains jeunes qui ne jugent que par Thiam. Donc, s'il souhaite, comme il a dit, il a échangé avec les jeunes, qu'ils ont changé de posture, de paradigme, que maintenant ils sont plus prêts à mourir, il faudrait qu'il évite dans le même temps aussi d'affirmer ce genre de choses parce que ça peut être source aussi de division, ça peut être source de conflit aussi. On l'a connu déjà avec le président Ouattara, les questions de nationalité, on sait où ça a mené la Côte d'Ivoire. On ne veut plus retomber encore dans ces mêmes problèmes. Si un Ivoirien veut être candidat, qu'il le soit et qu'on puisse aller sur cette base de la paix-là et que les gens évitent de mourir. Et donc, vraiment, je voulais interpeller le professeur Arthur Banga, je pense que je voudrais... en même temps qu'il a dit que les Ivoiriens sont plus prêts à mourir, en même temps qu'il évite d'affirmer de façon mordicus parce qu'on n'a pas vu les éléments de preuve dont il a parlé. Très bien. Professeur Banga. Bon, tu peux demander de preuve, hein, tu as dit, mais pourquoi on parle de quoi? Mais je dis qu'il n'a pas renoncé à la nationalité. Non, mais non, ça n'effraie personne. Si un jeune veut que Tidiane Thiam soit président, et qu'on te demande tout simplement pour être candidat, tu sais, on a tiré les leçons de notre histoire. Dans aucun pays au monde, tout le monde peut être candidat. Dans aucun pays au monde, tu vas demander à des gens d'être candidats s'ils n'ont pas la nationalité de ce pays. Ça n'existe pas. Mais connaissant l'histoire de notre pays, connaissant la sociologie de notre pays, qu'est-ce qu'on a fait dans notre constitution? Il y a des gens qui, par leur descendance, ascendance, ne peuvent être ivoiriens. Il y a des gens même par leur parcours. Moi, quand j'ai fini ma thèse, c'est pas que je suis rentré sur une nationalité française. La Côte d'Ivoire dit, comme on a souffert de tout ça, mais en même temps, vraiment, on ne peut pas laisser quelqu'un qui n'est pas ivoirien nous diriger. Si tu as eu d'autres nationalités dans ta vie, ce n'est pas grave. Nous, là, on fait cadeau. Il faut juste venir écrire que je ne veux pas. Et le pays qui t'a accepté, là, va écrire un papier pour dire oui, oui, il n'est plus. Mais si tu fais pas ça, c'est toi qui ne veux pas. Donc, le gars qui aime Thiam, il n'a qu'à se plaindre de Thiam. Et c'est qu'il dit au président du PDCRDA. C'est qu'il dit au militant du PDCRDA. Professeur Banga, vous devez terminer. Non, mais je n'ai pas encore commenté. Ah si, ça fait une minute que vous avez la parole. Je vais pas donner mon opinion. Je ne dis pas le contraire, mais ça fait une minute que vous avez la parole, vous avez encore une minute. Vous avez une minute, allez-y, vous avez une minute pour le faire. Et je dis globalement, c'est ça. C'est la faute. Ce n'est pas la faute à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a déjà réglé ça. C'est la faute à celui qui ne veut pas ou qui refuse de le faire parce qu'il calcule. Et j'aimerais dire aux gens de l'opposition de façon globale. Vous savez, moi, je pense que les oppositions, c'est plus qu'indispensable dans un pays. Voilà. Mais quand tu es homme politique, tu fais de la prospective. Et la prospective, elle te donne toujours au moins 2 ou 3 pistes. Et à chaque fois dans ta stratégie, il faut conserver ces 2 ou 3 pistes. Que ce soit sur le dialogue politique, que ce soit sur l'inclusivité, que ce soit sur le RLE. Quand on pose un problème, on se dit en même temps, qu'est-ce qui va se passer si ça ne se résout pas? Est-ce qu'aujourd'hui, le PPACI se dit, par exemple, si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, on boycotte, on y va, on a d'autres plans? Est-ce que l'opposition se dit, si jamais la RLE, parce que la RLE, le président de la CEI a dit depuis l'année passée, depuis septembre 2020, que je ne vais plus faire, il leur a dit ça, tout simplement parce qu'en juin, je dois terminer. Chacun peut dire, il veut. Mais professeur Banga, rien ne vous dit aussi que les partis d'opposition n'ont pas leur plan B, leur plan C. J'espère, c'est ce que je dis. Oui, j'espère qu'ils ont ça. Quel est le plan B? Le plan B, ce serait de boycotter ou d'y aller. C'est ça que les militants doivent réfléchir. Et donc, j'interpelle directement les militants. On vous a compris, on vous a compris. Faites attention. Professeur Banga, on vous a compris. Guillaume? Oui, mon ami Michel Beta disait que oui, Guillaume veut que les gens manifestent. Oui, oui. Les manifestations sont constitutionnelles. Et démocratiques. Et démocratiques. Voilà. Il suffit qu'elles soient encadrées. Et je dis, si... Oui, moi je n'ai pas de... Allez-y, Guillaume, terminez. Bon, allez-y, Guillaume, allez-y. Quand je parle, ça pique un peu mon ami Beta, mais c'est ça. S'il vous plaît. Si vous voulez, dans un contexte politique, obtenir des résultats, que tu le veux ou non, mais il faut établir un rapport de force. Si vous établissez, oui, c'est ça. Si vous n'établissez pas de rapport de force, et que chacun se trouve dans son salon, en train de discuter autour, par exemple, les députés PDCI et PPACI sont trouvés en zone 4. Bon, vraiment, les costumes bien dans le frayon. C'est bien beau. Ça te fait mal. Ah oui, mais c'est clair, c'est bien joli, mais ça ne produit pas d'effet. Ça ne produit pas d'effet. Ce que moi j'attends de l'opposition, c'est que, elle se rassemble effectivement, et qu'on voit ses leaders se parler régulièrement. Arthur l'a dit,
Parce que souvent, on a le sentiment, les gens disent oui, en 2010, les gens sont allés défendre les universités, mais c'est vrai que déjà, dès 2005, le RHDP travaillait ensemble. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, à 36 mois, de retrouver M. Thiam, M. Gbagbo... À 36 semaines, Guillaume. Je ne sais pas pourquoi je parle de 36 mois. Tu es nostalgique. Bon. Terminé, Le monitoire. Non, c'est pas le monitoire. C'est vrai que la soutenu aussi. S'il vous plaît, Guillaume, allez-y. Tu arrêtes. Allez-y, Guillaume. Donc, M. Gbagbo, M. Thiam, M. Afi, Mme Gbagbo, M. Blé-Goudé, qu'on les retrouve à une réunion en train de discuter, en train de sortir des déclarations, en train de dire, bon, nous allons appeler tous nos militants à manifester. On descend dans les rues. Oui, descendre dans les rues. Oui, mais c'est ça. On peut descendre dans les rues. Oui, à descendre dans les rues pour dire, nous exigeons une RLE pour 2025, nous exigeons l'inscription. Voilà. Mais si ce n'est pas fait, et que maintenant chacun se promène en zone 4, dans les restaurants UP, mais c'est pas ça qui va faire changer les choses. D'accord. Professeur Nombou? Oui, effectivement, moi j'allais... C'était mon point de vue. Mon point de vue, c'est que les marches, les sittings, les meetings, toutes les activités qu'il y a, qui sont constitutionnelles, nous permettent de mettre une pression sur le pouvoir. Mais vous, on ne sait pas, on ne fait rien du tout, on est assis, ben bon, si on va manifester, l'armée va faire ceci, la police... Mais le rôle de la police, c'est de protéger. C'est de protéger les citoyens. C'est à nous d'organiser les manifestations pour mettre la pression sur le pouvoir. Pour dire, on veut... As-tu donné une position? La RLE, il a dit, mais on peut mettre la pression et puis obtenir gain de cause pour qu'on aille à la révision. Tout comme on peut mettre la pression et demander qu'il y ait une table ronde, que les gens s'asseyent. Attendez, si vous avez battu quelqu'un en 2010, vous pouvez le battre en 2025. Donc, que tout le monde aille compétir et puis après, à la fin, on a la paix. Mais ceux qui doivent compétir, il faut lever les verrous. Si on peut les lever, s'il y a les verrous de nationalité ou autre, on regarde comment ça se gère. Il y a des éléments politiques qui peuvent résorber toute cette crise-là et puis éviter que nos jeunes, nos parents, on est encore à courir dans les rues et à pleurer, à chercher où se trouvent les gens. Voilà ce que je voulais dire. À la fin, Wakilé, ensuite Michel. Moi, je voulais dire qu'en 2010, je pense dans la période électorale, le PDCI tout seul arriva à remplir le stade au Feu-Boigny. Le RDR aussi tout seul, tout comme la LMP, le camp Gbagbo à l'époque, qui mobilisait, Place de la République. Voilà, place de la République. Mais on n'a plus ça aujourd'hui. Et en 2020, c'est difficilement, je crois que l'opposition a mobilisé au stade au Feu-Boigny. S'il vous plaît, professeur. Ça manque. Pas besoin. Hein, on a besoin de ce type de mobilisation. Cela dit, j'encourage vraiment le dialogue politique. Et je pense que souvent sur ce plateau, en d'autres occasions, j'ai eu l'opportunité d'appeler au dialogue politique et d'éviter d'attendre que ce soit tendu. Et on peut éviter d'attendre que l'opposition menace de remplir le stade de Bimpe avant d'engager le dialogue politique. C'est un grand défi. Peut-être ils ne réussiront pas. Mais ils peuvent se le lancer et puis le réussir. Mais s'ils le réussissent, près de 100 000 personnes au stade pour dire oui à la RLE, il faut en tenir compte. Mais qui se lance le défi? Mais est-ce qu'on ne peut pas éviter ça? Mais ça ne fait rien du tout. Si... Non, qui se lance le défi? Mais est-ce qu'on ne peut pas? Oui, on l'encourage. Qui se lance ce défi? Oui, qui se lance ce défi? Non, mais... Il y a des conseils qui mobilisent. Il y a des conseils qui mobilisent. Il n'y a pas que l'amusement qui intéresse les jeunes. On nous dit qu'ils sont jeunes. La politique peut intéresser les jeunes. Mais pourquoi les politiciens n'arrivent pas à trouver le discours qu'il faut pour les mobiliser et puis obtenir les choses de façon pacifique? On n'a pas besoin de violence. Et dans cette perspective, moi je pense que le président de la République avait dit que les élections vont être apaisées. C'est le Premier ministre en général, depuis que le président de la République est là, qui conduit le dialogue politique. Je pense que après Guillaume Soro, Aoussou Jano, ensuite Duncan, Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, ensuite Hachi Patrick. Et je pense que l'opportunité est là pour que le Premier ministre Robert Begré-Mambé conduise son timing de dialogue politique en se disant que je sais que les choses se font dans ce sens parce que lui-même est un homme de dialogue et d'ouverture. Et je me dis que certainement le ministère de l'Intérieur qui assure la coordination de ce comité-là
après le dernier dialogue qui s'est déroulé en 2020, décembre. Depuis lors, il n'y a rien eu, parce que oui, le gouvernement dit tout va bien, il n'y a pas de crise. Mais justement, pendant que tout va bien, on peut se parler. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une crise, qu'il y ait une tension pour se parler. Donc c'est cet appel-là que je voudrais lancer pour que les questions soient examinées. Parce que mais je vais terminer aussi pour lancer un appel. Au-delà des preuves qu'on demande tout, je veux demander que chacun des acteurs politiques se donne tous les atouts. Arthur a insisté. On a entendu le porte-parole du PDCI qui n'a pas donné une réponse claire. On a entendu Maître Blessy pour nous dire tout va bien, il n'y a rien. On entend les militants dire qu'il n'y a rien, tout va bien. Mais des informations nous remontent de ce qu'il y a des troubles et des inquiétudes au sein du parti. Des informations récurrentes. Je pense qu'il est important. S'il vous plaît. Je pense qu'il est important de jouer la transparence sur la question. Pour moi, ce n'est pas une question taboue, ce n'est pas une question de nationalité et de remise en cause de la nationalité de M. Thiam. Ce n'est pas une question de dire qu'il n'est pas ivoirien, il n'y a pas de débat. C'est un problème qui est simple a priori. J'ai même entendu quelqu'un dire que le président Thiam a dit que c'est un petit problème qui se règle en 48 heures. Non, c'est pas 48 heures. On espère que il fait aussi semblant pour amuser la galerie et puis mettre la pression pour distraire les partis en présence et que le problème est réglé et qu'il a son document en poche. C'est un bout de papier comme l'autre disait à l'époque. La poche gauche ou la poche droite? Quelque part dans un tiroir. Donc j'espère que tout ça s'est fait pour créer l'ambiance préélectorale et qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'en réalité, s'il y a problème, pour ça, on n'y peut rien. Très bien. Voilà. Michel Bétard. Le dialogue politique ne peut pas régler ça. Moi, je crois que sur la question, il faut s'en tenir aux déclarations du juriste, des professionnels qui sont les hommes de droit, peut-être que Mel Blessy, qui l'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, entendez-vous à ça. Donc, puisqu'il n'y en a pas, S'il vous plaît. Voilà, et tu n'as même pas apporté de preuves. La deuxième question, c'est au niveau de la mobilisation de l'opposition. Moi, je suis surpris même que c'est un responsable du COGEP qui ne se souvient pas que lorsque Blé Goudé a voulu, après sa convention, organiser un meeting à la place CPN, cela lui a été refusé. Voyez-vous, on peut tout reprocher à l'opposition, mais ce n'est pas son refus de mobiliser ses militants qu'on peut lui reprocher. Aujourd'hui, dans l'atmosphère dans laquelle le parti au pouvoir a mis l'opposition, souvent j'écoute Bateau et puis je dis, ben, attendez, vous oubliez que cette opposition-là, son attitude, sa responsabilité, contrairement à ce qu'on a connu par le passé, vraiment, je crois que ça doit être salué. Il faut saluer la maturité de l'opposition aujourd'hui. Et c'est ce qu'on oublie souvent. C'est pourquoi j'aimerais un peu appeler cette communauté internationale. Comme Arthur disait la dernière fois, il disait tout à l'heure qu'en son temps, on a appelé la communauté internationale pour certifier. Je voudrais encore les appeler à venir observer de près ce processus électoral-là. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où le pouvoir est sourd aux appels de l'opposition. Et ça, ce n'est pas de nature à garantir la sérénité du scrutin à venir. Parce que si on en vient à ce bras de fer-là, il ne finira pas. Parce que c'est facile d'appeler les citoyens à mobiliser. On a vu en 2020. On a vu en 2020, ils sont descendus dans la rue. La menace était plus tangible, la menace était plus grave. Ils sont descendus. On a eu malheureusement... C'était pas le même type de protestation. Non, s'il te plaît. Non, c'est pas le même type de protestation, mais c'est l'opposition qui a appelé. Ils étaient dans la rue pour renverser le régime. S'il te plaît, c'est toi qui le dis. Ça, c'est que ta garde toi seul. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient renverser le régime. Ils étaient allés pour danser. Non, s'il te plaît. À la fin, s'il vous plaît, pour dire que... Non, s'il te plaît. J'ai fini pour dire que l'opposition peut mobiliser ses troupes à tout moment, remplir tout sortes de stades. Mais là n'est pas la question. Quand l'opposition parle, je crois que le parti au pouvoir gagnera à écouter les appels de l'opposition que de vouloir un bras de fer qui toujours se termine par des désolations dans les familles. On se souvient encore de Daou, comment j'ai eu vraiment c'est d'aller voir encore la famille de ceux qui ont été martyrisés, qui ont été torturés à Daou. Et j'ai toujours ce pincement au cœur là. Pourquoi on est arrivé là? Aujourd'hui, si on peut l'éviter, évitons-le. Ne donnons pas de défions personne. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on se connaît. Quand as-tu dit, les jeunes ont entendu, ils savent de quels jeunes ils parlent. Ils parlent de ces jeunes, pas des jeunes ivoiriens. Parce qu'ils parlent de... Non, tu parles de d'autres personnes. Parce que tous c'est des jeunes
pour les mobiliser. Si l'opposition veut mobiliser la jeunesse, l'opposition peut remplir tout soit des tribunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et personne ne peut le dire. Vous avez terminé? Oui, c'est fini. Très bien. Professeur Nobou, attendez votre tour, ne vous inquiétez pas. Mais Ali, c'est la première fois que je vais citer le nom de quelqu'un, mais Beta, j'ai dit bien que les marches, les meetings, les sittings, je sais pas, mais c'est des moyens légaux pour faire... Mais quand ils sont interdits, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, quand c'est interdit, on redemande encore, il faut le faire. Et si l'État veut se mettre en irrégularité, on le fait et puis ça entraîne ce que ça va entraîner. Et là, c'est de la faute de l'État. Donc tu ne peux pas me dire que parce que l'État interdit, on ne fait plus rien. Non, c'est pas qu'on ne fait plus rien. Et puis on assiste, et puis on laisse le pouvoir... Non, c'est pas possible. Et puis deuxièmement... J'ai parlé des inconnus, j'ai parlé des inconnus endogènes. Mais Beta vient d'élever une forme d'inconnu exogène. C'est-à-dire, il parle de la communauté internationale, il parle des structures. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où on se dit qu'il faut inviter encore les gens à revenir dans notre débat et à gérer la chose. Mais si le débat est un débat de sous. Michel, laissez professeur Nobou, c'est son temps de parole. Donc, c'est à nous de chercher à savoir ce que nous voulons. Parce que si on invite les gens, qu'ils viennent, ce qu'ils nous disent, il faut qu'on accepte. Il ne faut pas vouloir... Parce que là, tu refuses même que nous fassions des marches. Tu refuses même que... Et c'est pourquoi Bateau disait ça soit en zone 4. Mais les marches, là, c'est des moyens légaux. On doit les faire. Et si l'État ne veut pas, on redemande. Il ne veut pas, on redemande jusqu'à ce que l'État accepte. Ali, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais c'est moi qui vous demande, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, nous n'avons plus de temps pour poursuivre. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, j'en ai appelé à votre discipline à l'entame de cette émission. Je sais pouvoir compter sur votre sens du respect, des règles de cette émission. Autant vous demander au parti politique. Voilà, vous n'allez pas faire une marche contre moi. Même si c'est légal et démocratique. Monsieur